l'actualité nous rattrape, vous rattrape d'une certaine manière. Il y a eu le reportage de Christian Latreille tout à l'heure où on vous entend dire qu'Arthur Porter est un grand ami proche, alors qu'on vous entendait être plus nuancé ou tenter de vous distancier d'Arthur Porter. Et je prends soin de dire qu'il n'est pas ici question de faire la culpabilité par association. Mais c'est un ami embarrassant. Vous êtes bien gentil de le dire parce qu'effectivement, à quelques jours du Congrès, il y a bien sûr cette tendance-là qui serait possible. Mais depuis le début de ma campagne, j'ai répondu avec franchise aux questions sur Dr. Porter. Oui, je le connaissais socialement en plus. J'ai même utilisé le terme d'ami à une ou deux occasions. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat de sémantique, là, parce que le débat de sémantique nous amène ailleurs que sur le terrain essentiel qui doit être est-ce qu'il y a eu fraude au CUSUM? Qui est coupable? Bien sûr, tout le monde a droit à la présomption d'innocence, y compris ceux qui font l'objet d'un mandat d'arrestation. Je peux vous dire que pour tous ceux qui ont connu Dr. Porter à Montréal, c'est très difficile, même sur le plan humain, de voir toutes ces allégations et l'importance des problèmes qui sont soulevés. Mais ma question, c'était, est-ce que c'est embarrassant pour un parti qui a mis tant de temps à déclencher la commission Charbonneau ou même l'UPAC, est-ce que ce soit embarrassant pour vous ou pour vos collègues, parce que les liens, parfois, soulèvent des doutes? Bien, à cette question, je réponds également la même chose. La meilleure réponse à ça, c'est la vérité. C'est qu'un problème de perception que vous soulevez, il est réel. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir connu le Dr. Porter à Montréal en passant, mais je réponds à tout avec franchise et ouverture. Une dernière question là-dessus. Un ami très proche à un moment donné, puis une connaissance à un autre moment donné. Pourquoi n'avez pas vous dit tout de suite c'est un ami proche? Parce que j'ai utilisé les deux termes et que je ne voulais pas me faire entraîner dans ce que vous avez appelé tantôt l'association. Ne soyons pas naïfs, là. Dans une course au leadership, c'est rude, on essaie de faire des associations. Bien sûr, on ne le dira jamais qu'on veut faire ça. Mais c'est dans le but de créer dans l'esprit des gens ces associations qu'on fait. Vous voulez être chef d'un parti qui avait 200 000 membres en 2003, qui est rendu à 45 000 membres maintenant. C'est l'héritage de quoi, ça? Ben, c'est l'héritage de la politique en général, parce que je soupçonnerais que pour les autres partis politiques, c'est difficile de recruter des membres aussi. Vous savez, moi, j'entends ça sur le terrain. Pourquoi on serait membre d'un parti politique maintenant? D'où l'importance de réformer ce parti-là profondément, d'en faire encore une fois un grand mouvement d'idées. Mais l'héritage de qui? Je posais la question de Jean Charest. C'est l'héritage d'une époque. C'est 9 ans de pouvoir, c'est l'usure. Moi, je ne personnalise pas les choses. Je pense que M. Charest également laisse derrière lui un legs important sur le plan économique, sur le plan même des familles. Il faut le reconnaître, mais là, on est dans une autre époque. Et il faut encore une fois, la tâche principale qui attend le nouveau chef du PLQ au cours des prochains jours, c'est de commencer à réformer ce parti. Ça fait longtemps que vous rêvez d'être chef de parti ou de devenir premier ministre? J'ai jamais rêvé de ça, vraiment. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. À quel moment, là? Ben, c'est-à-dire que lorsque l'élection s'est produite, j'ai vu le résultat que M. Charest a annoncé son départ, j'ai eu l'impression qu'il y avait encore en moi une grande contribution à apporter au Québec. Ça a été renforcé par des gens autour de moi, et me voici aujourd'hui. Mais j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de soif de pouvoir, je fais ça pour rendre service, pour m'impliquer au Québec et faire en sorte qu'on progresse ensemble. Si vous êtes chef et un jour premier ministre, votre priorité des priorités, c'est quoi? Ben, la première chose, c'est toujours l'économie. Mais pour moi, l'économie, c'est l'économie du savoir, l'innovation et la réforme de la fiscalité. C'est comme ça qu'on va faire progresser notre économie. Alors, quelques mots en rafale. Le cardinal Ouellette. Un candidat à un conclave bien différent d'une autre. France Charbonneau. Une juge qui veut une prolongation. Une juge autoritaire. Qui veut une prolongation, là, on apprend ça en fin de journée. Heureusement, étant dans l'opposition maintenant, je peux vous dire, c'est le gouvernement qui décidera. Okay. Stephen Harper. Un premier ministre dont les idées sont claires. Que vous partagez? Pas toutes. Hein. Sur le plan social, notamment, il n'y a pas d'atome crochu. Mais je pense que c'est quelqu'un, et dans le discours politique d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui affiche ses convictions. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça, quelles que soient les convictions. Pauline Marois. Première femme premier ministre, il faut lui rendre hommage pour ça. Par contre, malheureusement, je trouve son gouvernement, avec quelques zones de succès comme le financement politique, j'ai l'impression que l'économie du Québec tourne au ralenti, qu'on hésite à investir au Québec, notamment à cause des politiques du gouvernement actuel. 1982. Un jour qu'il faudra fermer, une époque qu'il faudra fermer un jour. C'est l'époque où le Québec n'a pas adhéré à la Constitution du Québec, du Canada, pardon. Il y a eu la tentative de M. Bourassa. Il y a eu la tentative de M. Bourassa avec Meach, avec M. Mulroney. Et je pense qu'il ne faut pas craindre de dire, et je le redis aujourd'hui, il ne faut pas craindre de dire que lorsque l'occasion se présentera, comme Québécois, on doit viser à fermer cette boucle-là et voir le caractère spécifique et distinct du Québec reconnu. Vous évoquez Robert Bourassa, il a fait une déclaration célèbre le 22 juin 1990. Qu'est-ce que vous en faites de cette déclaration-là pour passer de la parole aux actes? Elle est tout à fait vraie encore aujourd'hui. Le Québec est une nation libre de décider de son avenir. Mais mon premier geste pour ça, c'est de définir ensemble l'identité du Québec. Il y a quelque chose, Mme Dussault, actuellement, sur le plan social, qui m'inquiète.
c'est le sentiment d'aliénation des Québécois anglophones. Je pense qu'il faut s'adresser à cette question-là de façon importante. Si un jour vous êtes premier ministre, il faudra défaire le gouvernement. Sur quoi et quand? Vous êtes pressé de le faire? Mais vous semblez ignorer la possibilité que Mme Marois elle-même déclare les élections. Qui sait, peut-être que ça lui tentera. On votera contre tout projet qui va contre nos principes. C'est aussi clair que ça. Philippe Couillard, comme j'ai fait avec votre collègue, merci. Merci. Bonne chance. Merci, madame. Bonne soirée. Au revoir. Merci d'être venu sur le plateau. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Dans un instant, le dernier des trois candidats, Pierre Moreau, utilise à son tour ses 300 secondes pour tenter d'avoir les